Bonsoir Jean-Christophe Angélini, maire Bonsoir. sortant de Porto-Vecchio, Buonasera a tutti. candidat à votre réélection à la tête de la liste Pas Porto-Vecchio pour un deuxième mandat. Alors, vous êtes face à 3 autres listes, mais on ne peut pas dire que vous ayez eu durant ces 6 années une opposition bien farouche au conseil municipal ou même en dehors. Vous êtes serein ? Serein, confiant, mais prudent. D'abord par principe, il ne faut jamais préjuger du résultat des urnes, ce serait faire injure aux électeurs. Et en même temps, parce que Porto-Vecchio est une ville ouverte, dans laquelle la compétition électorale est historiquement vive, même si vous l'avez dit, depuis 6 ans, le débat politique a changé assez fondamentalement de nature. Donc voilà, optimiste, serein, bienveillant, mais en même temps prudent et en campagne, comme toujours, parce que je pense que c'est le moins que l'on doit aux Porto-Vecchiaises et aux Porto-Vecchiais. Vous avez même laissé entendre lors de votre meeting qu'il n'y aurait peut-être pas de second tour. Vous êtes optimiste, vraiment ? Alors, ça je ne sais pas. Et très honnêtement, à 4 listes, puisqu'à l'époque il n'y en avait que 3, on peut tout à fait envisager un second tour, et ce serait même démocratiquement intéressant pour le débat en général et pour ce qui est des autres listes d'opposition en particulier, parce que j'attends avec une forme de gourmandise, comme dirait quelqu'un, de voir ce qui peut se passer de ce côté-là. Mais plus sérieusement, une élection forte au premier tour. Bien sûr, je rappelle qu'en 2020, nous avions totalisé dès le premier tour 45% des suffrages, 55% au deuxième, sur fond de pandémie et de difficultés sanitaires, électorales, etc. Donc on espère rééditer cet exploit-là, mais encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, vous l'avez compris, et sans fausse pudeur ou sans fausse modestie, c'est au Porto-Vecchio qu'il appartient de faire l'élection et pas la tête de liste. Alors, vous avez failli faire liste commune avec Georges Mel, qui déclare d'ailleurs que vous avez réalisé son programme. Il a tout voté, d'ailleurs, y compris les budgets. Qu'est-ce qui vous différencie, alors, tous les deux ? Alors, c'est assez bizarre parce que ce qui nous différencie, pour le dire là aussi, sans langue de bois, c'est à peu près tout. Et à l'écouter, on a l'impression que ça n'est pas le cas. C'est à peu près rien. Que c'est à peu près rien. Et en même temps, je veux quand même le dire. Il y a eu dans la mandature des choses. Et moi, vous savez, je me trompe peut-être, mais les urnes le diront. Moi, je fais confiance à l'intelligence collective et à la mémoire des gens. En 2020, on sort de 70 ans d'un règne sans partage de Georges Mel et de ses amis. On est élu sur une logique de rupture. Pacifique, démocratique, mais de rupture. Entre-temps, 6 années. On a délibéré 1300 fois en conseil municipal. On a délibéré un peu moins de 900 fois en conseil communautaire. Et on voudrait faire croire au Porto-Vecchio que Georges Mel, qui est à la table du conseil municipal depuis 43 ans, qui en a été maire pendant 15 ans, conseiller départemental, président de la Comcom, aujourd'hui conseiller à l'Assemblée, lorsqu'il vote un budget, un PLU, un plan logement, etc., il se trompe, ou qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Non, ce serait lui faire injure. Il savait tout à fait ce qu'il faisait, et je vais vous dire ce que je pense, très sincèrement, puisque c'est l'idée de l'exercice, et je vous remercie pour votre invitation. Il enjambe l'élection. Il est candidat formellement au municipal. Il n'a pas échappé qu'il avait déposé une liste, qu'il postait quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, d'un goût discutable, mais c'est autre chose. Le problème aujourd'hui d'une partie de la droite porto-vecchiaise, c'est de retrouver un petit capital de voix en vue des territoriales. C'est pas de gagner la municipale. Et, tout simplement. Alors, encore une fois, il n'y a à ce stade ni meeting, ni projet. J'entends dire qu'il y aurait des visions alternatives, mettons-les sur la table. Moi, j'ai fait un projet avec l'ensemble de ma liste qui contient 10 propositions pour 2026, précises, 10 propositions pour la mandature et 10 ambitions pour l'horizon 2030-2040. Que ceux qui aujourd'hui disent on n'est pas d'accord avec le maire et son équipe en fassent autant. Or, on vote la semaine prochaine. On ne vote pas dans un mois ou deux. Et à ce stade, il n'y a même pas de proposition alternative. Donc je crois qu'il faut être sérieux, tant du côté de mon principal opposant que du côté des autres, et je le dis avec beaucoup de respect. On va parler aussi des autres. Un petit changement quand même dans votre liste, c'est le départ de Dominique Verdon, 3e adjointe en charge de la culture. C'est une divergence politique, c'est vous qui l'avez mis à l'écart ou c'est elle qui a voulu s'en aller ? Ni l'un, ni les autres, dirons-nous. Pas de divergence politique avec Doumé Verdon ni avec d'autres. Je rappelle quand même qu'une bonne moitié de l'équipe des adjoints a été renouvelée. On a eu en cours de mandat un retrait, celui de M. Milanini, pour des raisons liées à son activité professionnelle.
un décès malheureux, celui de mon vieil ami, de mon compagnon de route, Gérard Cesari, 2 ou 3 autres adjoints qui ne sont pas repartis. Je pense à Emmanuel Gérasque, je pense à Jean-Claude Tafagne et aussi à Doumé-Verdogne. On en a discuté très librement. Il n'y avait pas, contrairement à d'autres peut-être, de divergence politique, mais simplement l'idée de continuer différemment, dans une même dynamique de projet, mais sans nécessairement être tous sur la même liste. Alors, en fait, la véritable opposition dans cette élection, c'est celle de Famagour et de Corinne-Front, et qui font liste commune. Alors, vous ne les avez pas ménagés durant votre meeting. C'est une confrontation municipale ou alors c'est la déclinaison du combat entre Jean-Christophe Angeli et Gilles Siméon? Écoutez, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est malheureusement la volonté de territorialiser un scrutin dont je répète qu'il a une vocation fondamentalement municipale. Bon, quand vous présentez là aussi 2 conseillers exécutifs, même si on en met une, et je le dis avec beaucoup de respect, en début de liste, et un autre en fin, que vous faites inscrire à 2 mois ou à 2 mois et demi du premier tour une demi-douzaine de candidats sur les listes électorales de la ville, pour qu'ils soient candidats au moment de l'élection. Bon, vous comprenez bien qu'on n'est pas dans quelque chose qui a été longtemps préparé, ni qui répond à une vision élaborée du futur de Porto Vecchio. Là aussi, j'entends dire, on a une autre vision. Pas de difficulté, mais qu'on nous dise laquelle. J'entends dire, le tourisme, le logement, il faut des agriculteurs. Oui, mais en dehors du yaka, faut que, qu'est-ce qui est chiffré, qu'est-ce qui est phasé, qu'est-ce qui est proposé. Malheureusement, aujourd'hui, rien. Sinon de dire, on va faire à Porto Vecchio ce qu'on a fait par ailleurs, avec une espèce de décroissance mal assumée et de logique de retour en arrière, alors même que Porto Vecchio aujourd'hui se projette et sereinement et va de l'avant. Donc, je laisse à ceux qui veulent territorialiser pour représenter Fermo-Gorsica et pas les porto-vecchiais le soin de le faire. Moi, je suis maire de Porto Vecchio. J'entends le rester au service des porto-vecchiais et pas d'une formation politique, fût-elle la mienne. Je ne suis pas candidat pour le PNC ou pour Avancemo, mais pour tous les porto-vecchiais. Alors, venons-en à votre programme. À Porto Vecchio, comme ailleurs, le logement, c'est une priorité. Mais le logement pour qui? Des résidents permanents, des résidences secondaires, des logements sociaux. Alors, vous avez avancé le chiffre de 1000 logements sur les 10 années à venir dans le cadre du plan Acasas. Tout à fait. Ça concerne qui? Alors, dire premièrement qu'il n'y a jamais eu avant nous de plan logement pour la ville. Pendant des décennies, on a vu la trajectoire s'installer à Porto Vecchio. On était en début de mandat à 62% de résidences secondaires. Je pense qu'on était objectivement sur une trajectoire qui allait nous porter vers 70, 75, 80 au bout de la décennie. Très clairement, en tant que maire et en tant que militant, je n'en voulais pas. Nous n'en voulions pas. Donc on a posé un objectif. Mais on n'a pas fait que le poser, comme je l'entends ici ou là. On l'a phasé, on l'a préfinancé et on l'a mis en perspective. 1000 logements à titre principal. Premièrement, donc, un plan logement, une cellule logement et parallèlement d'autres dispositions, je vais en parler. Deuxièmement, on a désigné un élu référent, le premier adjoint, foncier et logement. On a acquis sur la mandature, avec la commune et la Comcom, à peu près 15 millions d'euros de foncier, via l'office foncier dont j'ai eu l'occasion d'être président par le passé, et la commune en fonds propres, avec bien sûr la communauté de communes, pour constituer une base et un support à cette stratégie. Troisièmement, l'opposition qui aujourd'hui nous critique l'a voté. Elle n'a pas voté en 2 minutes. Elle a voté après un débat qui a duré 2 heures. Donc on a un plan voté à l'unanimité. Et aujourd'hui, ceux-là même qui le contestent, l'ont voté. Alors, ils contestent un élément, c'est la part du logement social. Et Michel Girasque, lors du meeting, toujours, a dit non, surtout pas, c'est pas que tes logements sociaux, comme si... Mais ça fait peur à Porto Vecchio, le logement social. C'est pas que ça fasse peur, Jean-Baptiste Albertini. C'est juste qu'on voit aujourd'hui dans le débat municipal, y compris dans des communes qui ne sont pas des communes de Corse. Moi, je regarde en tant qu'observateur de la vie publique les débats municipaux sur le continent et ailleurs. La question de la maîtrise de l'attribution des logements sociaux. C'est ça qui fait débat. Le problème n'est pas de générer un peu de logement social, ou beaucoup, même si on a vocation à générer, je le dis très tranquillement, et je l'assume totalement, de la maison individuelle, en lotissement communal, en rénovation, par les droits à bâtir que permet le PLU, que je voterai au mois de juin si les porto-vecchiais me choisissent de nouveau. Donc on a un code culturel, l'habitat de cette manière-là, et une habitude dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire qui repose là-dessus. Mais on est aussi tenu de faire du collectif, parce qu'il faut du saisonnier, de l'intergénérationnel, du loyer locatif intermédiaire, du bail réel solidaire. Nous portons, avec Michel et l'ensemble de l'équipe, l'un des tout premiers projets de BRS et c'est équilibré, sur la Corse. Un tiers, et l'idée, c'est de faire, au bout du parcours, puisque je vois que ça effraie un de mes principaux opposants, moins de logement social qu'il n'en a fait lui-même. Et je veux tordre le cou à une idée reçue.
on entend parler d'un appel d'air pour des hordes de populations venues d'ailleurs. Rien n'est plus faux. Aujourd'hui, 80% des Corses sont éligibles au logement social. Et on sait tous que dans leur immense majorité, ils résident déjà et depuis longtemps sur les communes dans lesquelles ils sollicitent un logement. Donc ce n'est pas que des gens viennent d'ailleurs, c'est simplement que le pouvoir d'achat, les moyens financiers, l'accès au logement pour les nôtres, pour les gens qui vivent ici, se sont considérablement dégradés ces derniers temps. Et je finis sur un point, moi je veux faire du logement à titre principal, je ne veux pas faire d'idéologie, je veux juste que les gens aient un toit au-dessus de la tête, et je le dis, ça passe par l'accession à la propriété plus que par la location, et ça passe par la maison individuelle, à travers la réno et le reste, notamment les lotissements, plus que par le collectif. Alors, il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Porto Vecchio, c'est 62% de résidences secondaires. Oui. C'est une grande commune, troisième en superficie en Corse. C'est une source de revenus pour la commune, j'imagine bien, mais ça pose aussi, évidemment, d'autres questions. Vous freineriez cette politique de construction de résidences secondaires ? Écoutez, Jean-Baptiste Albertini, il a aussi mieux que de longs discours, des chiffres que mes opposants manifestement ne connaissent pas. Je ne peux pas leur reprocher, et je dis avec beaucoup de respect, ce n'est pas les seuls qu'ils ignorent. Depuis 30 ou 40 ans, je vous l'ai dit, quand on passe de 10 ou 20% de résidences secondaires dans les années 80, 90, à 62 au début des années 2020, il y a une tendance qui a été à l'accélération ces dernières années. Et je l'ai dit en tant que maire, de 2010 à 2020 ou 2021, il s'est urbanisé sur Porto Vecchio 200 hectares, dont 85% ont été dédiés à la résidence secondaire. Donc il y a eu un mouvement extrêmement puissant qui a été à l'œuvre. Nous, notre objectif, c'est pas, comme d'autres communes le disent, d'éradiquer la résidence secondaire ou de faire en sorte... Pas comme votre voisin Orsucci qui a freiné, qui a interdit désormais Je la construction. respecte sa position, mais ça n'est pas la mienne. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'éradiquer ou d'anéantir, il est de rééquilibrer et de faire politiquement en sorte qu'il y ait au bout de la décennie plus de résidences principales que de résidences secondaires. C'est clair. Comment avons-nous fait ? Sur la mandature, sans PLU, parce que mes prédécesseurs en ont beaucoup parlé, mais ne l'ont pas fait. Nous avons, nous, au RNU, avec le concours de l'État et de notre service urbanisme, réalisé à 73%, au travers des permis instruits et délivrés, de la résidence principale. C'est la première mandature à Porto Vecchio, depuis 30 ou 40 ans, qu'on construit plus de résidences principales que de résidences secondaires. Mais par-dessus, on a majoré la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Sur les résidences secondaires. Est-ce que ça a freiné ce mouvement de construction ou pas ? Je ne suis pas certain que ça l'ait freiné, mais en tous les cas, ça a permis à la résidence principale de d'éclore plus naturellement, et surtout, ça a généré pour la commune un budget supplémentaire de plusieurs millions d'euros qu'on utilise pour les porto-vecchiaises et pour les porto-vecchiais. Mais on a aussi fait de la réserve foncière, on a aussi fait le numéro d'enregistrement, on a aussi institué le changement d'usage, on a aussi fait en sorte que le PLU consacre, je l'ai dit, du lotissement communal pour les porto-vecchiais, avec interdiction de revente, clause antispéculative. Donc on a jeté les bases d'un Porto Vecchio plus inclusif, dans lequel nos jeunes, comme nos anciens, 35% de familles monoparentales sur le territoire, et tant d'autres, pourront se loger avec une claire priorité au Porto Vecchio. Je le dis en tant que maire, en tant qu'autonomiste, et une volonté partagée de donner de la dignité aux gens lorsque certains, se parant aujourd'hui des vertus d'une forme d'ultralibéralisme, voudraient vendre la commune. C'est pas mon point de vue. La commune, moi, je veux la préserver et la conserver. Mais je veux aussi que ceux qui ont vocation à y vivre puissent y loger et y travailler. Un mot sur les locations estivales, c'est un dossier sensible. Oui. Alors, de nombreux hôteliers contestent ce type de tourisme non marchand. Alors, concernant les Airbnb, est-ce que vous avez pris des mesures de régulation comme l'ont fait d'autres communes ? Oui, je vous parlais à l'instant même du numéro d'enregistrement, du changement d'usage. On va aller plus loin encore dans la mandature. On n'en est pas aujourd'hui, là aussi, à interdire, si tant est que ce soit possible. En revanche, j'ai pris des dispositions. Dans le cas de l'ORT, Opération de revitalisation du territoire, qu'on a été en mesure d'obtenir avec Bonivaz au travers du programme Petite Ville de demain. On va, j'entends que c'est proposé, mais non, on fait plus que le proposer, on est en train de le faire. On va remettre du commerce de bouche en cœur de ville. On va réguler les Airbnb et au-delà du Airbnb, toutes les plateformes aujourd'hui de location touristique. On va, par ailleurs, faire en sorte qu'on ait du stationnement, de l'attractivité économique, une fiscalité plus adaptée, en un mot, de la vie. Moi, je n'y peux rien. Si pendant 30 ans, avant que je devienne maire, ceux qui m'ont précédé ont organisé la dévitalisation et le déménagement du cœur de ville, pour plein de raisons d'ailleurs, vers les 4 chemins, et on me demande dans 5 ans d'inverser la tendance qu'ils ont mis un demi-siècle à bâtir. Bon, c'est pas honnête et c'est pas vrai. Moi, en cœur de ville, j'y vis, j'y travaille
depuis 20 ans, avec ma famille, j'entends faire en sorte que tous les porto-vecchiais bénéficient d'un cœur de ville vivant et adapté. Et encore une fois, je ne suis pas dans la schizophrénie. Je fais ce que je dis ce que je fais. Et ça n'a malheureusement pas été toujours le cas pour ceux qui m'ont précédé. Alors, le tourisme, c'est le modèle de développement de la micro-région, bien sûr, depuis toujours. Et dans cette optique, vous avez, vous, lancé le projet d'extension du port de Plaisance d'une capacité de 809 emplacements. C'est un projet pharaonique, selon certains de vos opposants, qui reprennent un peu vos propos lorsque vous dénonciez en son temps celui de vos prédécesseurs, qui était beaucoup plus petit, autour de 300 anneaux, 380, je crois. Et ça a un coût nettement inférieur. Alors, il y a une espèce... Moi, ce qui me gêne un peu dans cette campagne, et je ne dis pas pour le débat qu'on a, qui est apaisé et constructif, ni pour les autres, je dis de manière un peu générale, c'est qu'on a, à travers certains réseaux sociaux, certains choix de communication, ce que j'appellerais une trumpisation du débat municipal porto-vecchiais. On met au même niveau une vérité irréfutable, on est à Viasté là ensemble, et un mensonge éhonté. Qu'est-ce qui est un mensonge ? Mensonge éhonté. Le port était prévu à 70 millions. Jamais. Jean-Vitus Albertini. Jamais. Il y a peut-être des gens proches de la liste aujourd'hui, on pèse qui ont soufflé ce chiffre-là pour plein de raisons. Mais la vérité, c'est pas vrai. Le port, il faisait 105 millions quand je suis devenu maire. Oui, ça c'est sur le financement. Il n'y a pas eu, sur le nombre d'anneaux. Je vais préciser, il faisait le port actuel, aujourd'hui on le voit bien, il est saturé. On était au départ sur le port historique proposé par mes prédécesseurs sur 2000 anneaux et un peu moins de 200 millions d'investissements, 180 exactement, des libérations de 2003 et qui ont suivi. Moi je fais donner le premier coup de pioche 20 ans après, mais 1 an et demi ou 2 seulement après que je sois devenu maire, en 2022. Donc il y a aujourd'hui un projet qui de 105 est passé, c'est vrai, à 145, mais ce n'est pas, comme je l'entends, un dépassement. Dans le projet actuel, il n'y a ni retard, ni surcoût, ni il y a quand même un problème de financement. Non, parce que le projet, Jean-Vitus Albertini, il a été repensé dans son modèle de financement, mais ça n'est pas parce qu'on a eu 145 millions en caisse que l'on a aujourd'hui un problème de financement. Je veux dire, à un moment donné, quand un chef d'entreprise va au-devant d'une saison touristique, il ne peut pas préjuger du résultat et se dire en début de saison qu'il a en caisse l'argent de la rentrée. Alors, pour une collectivité, même si comparaison n'est pas raison, on engrange nos recettes et nos sources de financement au fur et à mesure que l'on avance. J'entends dire que lorsque je suis arrivé, le projet aurait été réalisé et financé. Mais il faut m'expliquer alors pourquoi l'opposition a voté de 2020 à aujourd'hui toutes les tranches de financement que j'ai proposées au Conseil, en sachant que lorsqu'on est arrivé aux responsabilités, il n'y avait pas un euro en caisse. Il n'y avait pas un euro sur 145. Et aujourd'hui, parce qu'on en a 120 ou 125 et pas 140, on me dit mais le compte n'y est pas. Mais vous plaisantez. Vous plaisantez. Quand on est arrivé, il y avait zéro. Et si ces gens-là qui disent tantôt on est pour la régie, tantôt on est contre, tantôt on est pour l'affermage, tantôt on est pour la DSP, tantôt on ne sait plus. Moi j'ai posé un principe. J'ai dit les anneaux, les locaux commerciaux. Justement, la pré-commercialisation des garanties d'usage sont publics. Parce que je veux que cet argent reste au porto-vecchier. Est-ce que c'est pas un peu aléatoire, ça ? Mais bien sûr que non. Et je vais même vous dire mieux. La garantie d'usage, dont mes opposants feignent d'ignorer, qu'elle n'est possible que lorsqu'on crée un port nouveau, ou que la modernisation que l'on met en œuvre est tellement importante qu'elle s'apparente à une création ex nihilo. C'est une opportunité économique majeure, rendez-vous compte. Je veux dire, économiquement, vous prenez de l'argent en plaisancier pour investir dans l'infrastructure. Mais êtes-vous sûr de vendre tous ces anneaux ? Mais bien sûr, il y a une telle attractivité aujourd'hui sur le bassin méditerranéen. Rendez-vous compte que la Corse, avec un potentiel énorme en matière de nautisme et de plaisance, elle est en train de passer à côté de l'économie bleue quand des régions françaises comme Rhône-Alpes ou tant d'autres sont en train de réussir. Donc je veux dire, moi, quand je vois devant nous le potentiel, rendez-vous compte que le port, il est prévu, il fait aujourd'hui à peu près 2,5 millions de chiffre d'affaires. Avec tout ça, je vais monter, on va monter à 10. Je vais redonner, on va redonner du pouvoir d'achat, de la force au porto-vecchier. On va multiplier par 2 le nombre d'emplois. C'est colossal. Et on fait mine de l'ignorer. Alors, ce choix de développement touristique à travers le port de Plaisance, est-ce qu'il justifie le maintien du port de commerce à Porto Vecchio ? Alors, en l'état, oui. Parce que supprimer une infrastructure, alors même que l'on n'a aucune garantie quant à l'avenir, n'est jamais de bonne politique. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est moins le port de commerce que la gestion des flux, sur lesquels on est en débat, y compris avec les socioprofessionnels. Je concède, non pas à mes opposants, parce qu'ils n'y ont a priori pas pensé, mais à ceux qui pourraient se poser la question, que
faire coexister les flux générés par un port de plaisance aussi important et par un port de commerce qui reste actif, ça va poser quelques difficultés. C'est l'une des raisons pour lesquelles du dragage aussi du port, on a remis, exactement, on a remis d'une part à l'étude l'itinéraire de désenclavement du port de commerce par le Stabiac, on verra ce que ça donnera, et d'autre part, effectivement, la question du dragage au plan technique, même si aujourd'hui, on le sait, ça n'est pas le cas que pour le port de Porto Vecchio. Alors, dernière question, très très vite, Oui. il reste 1 minute, un mot sur la communauté des communes de l'extrême sud. Le maire de Porto Vecchio doit toujours la diriger? Pas nécessairement. Le maire de Porto Vecchio n'a pas vocation à être président en même temps qu'il est maire de l'Interco. Je dis juste que c'est une question de partage des responsabilités, et encore une fois, sur le mandat écoulé, quand vous votez presque 900 délibes à l'unanimité, et que là, pour le coup, l'opposition municipale, qui était dans la majorité communautaire, contrairement, je dirais, à ce qu'elle dit au plan de la mairie, ne s'est jamais abstenue. Donc, il y a eu un consensus extrêmement puissant, et je vais vous dire, Vous êtes prêt à laisser la place de Porto Vecchio demain, je peux envisager de laisser la place, même s'il y a une légitimité, on ne va pas faire de langue de bois, à ce que le maire de Porto Vecchio, qui a la charge de centralité, qui a la charge de saisonnalité, qui, dans la collecte, je vous ai parlé des détails techniques, mais vous les connaissez, et tant d'autres choses, est très généreux en droit des petits territoires, puisse le demeurer. Mais on ouvrira le débat sur un point essentiel, ou deux, le projet et la garantie que l'extrême sud restera uni. Moi, je vais être le garant de l'unité, pas le ferment de la division. Jean-Christophe Angelin, così che non gonpie, ma ringrazia. So io che vi ringrazio. E buona soirée a tous. Il giornale in lingua corsa presentata oggi da Jean-André Marchiani. Buonasera.